Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de présentation globalement du X106. Ce n'est pas un test et je ne prévois pas de faire de test dessus, à part si un jour Fujifilm me demande de tester le boîtier. C'est vraiment pour regarder les caractéristiques. Je le rappelle, c'est quand même important pour vous de regarder des caractéristiques de boîtier, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est des choses que les testeurs ne peuvent pas forcément faire parce qu'ils doivent faire des vidéos assez courtes et pour trouver les points vraiment intéressants des boîtiers. Donc là, je vais vraiment aller dans la fiche de caractéristiques qui est ici sur le site Fujifilm et on va voir ça ensemble. Donc voilà, le X106, si vous ne le savez pas, c'est l'évolution naturelle. Après le X105, qui cette fois a le nouveau capteur 40 millions de pixels, ce qui lui offre des capacités un petit peu meilleures en photo, surtout en définition. Et on se retrouvera bien évidemment avec certaines capacités en vidéo qu'ont le XT5 par exemple, mais on va être limité par exemple ici par la carte SD du X106 parce qu'il n'y a que de l'UHS 1 dessus, donc ça se ressentira en vidéo, mais si vous voulez faire que de la photo avec le boîtier, ça ira très très bien, et puis c'est pas un boîtier non plus à faire de la rafale. Ce qui sera aussi intéressant sur le boîtier, qui est un ajout par rapport au X105, c'est le fait d'avoir la stabilisation sur le capteur, et aussi d'avoir quand même les ND intégrés, donc ce sera quelque chose de vraiment très très bien, même s'il faudra avoir les petits problèmes du capteur 40 millions de pixels, même si le 26 millions de pixels de l'époque n'était pas empilé non plus. Donc on aura du rolling shutter si on fait de la vidéo là-dessus, mais si vous êtes vraiment sur de la photo, l'obturateur central de l'objectif ira très très bien au final. Donc on a tout ce qui est format habituel sur ce boîtier, donc avec le 40 millions de pixels, bien évidemment, on arrive sur des définitions qui sont plus élevées, donc à savoir en 3,5, et si vous passez en 4K, vous perdrez forcément de la définition, donc vous voyez tout ce qu'il va y avoir ici. En termes de format, il y a tous les formats habituels, donc on a du AIF et du JPEG, donc le AIF ça reste encore un petit peu, comment dire ça, pas très développé. J'espère que ça le sera dans le futur, mais j'espère que ça va pas finir comme le comment dire ça, le JPEG 2000, qui était un peu comme le AIF, une évolution du JPEG qui allait vers les nouveaux formats vidéo, parce que je le rappelle, c'est un JPEG ou un AIF, c'est de la compression vidéo fait pour être affiché sur votre écran. Et on a bien évidemment l'euro comme d'habitude et du TIFF qui sera en 16 bits, mais je crois que ça reste quand même du RAW qui est encapsulé dans du 16 bits. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est pas comme un GFX où vous pouvez vraiment faire du 16 bits natif dessus. Donc je vais un petit peu passer là-dessus. Donc on a toujours sur le 23 mm f2 qui avait évolué avec le X105 me semble-t-il, pour justement avoir une meilleure définition, avoir un f2 qui était enfin aussi piqué que les autres ouvertures, et apparemment ça marche quand même plutôt bien sur le 40 millions de pixels, à voir vraiment avec les tests, mais les tests préliminaires montrent que ça marche plutôt pas mal. Et donc je vais un petit peu passer là-dessus. Donc on a des convertisseurs digitales, mais on a aussi des comment dire ça, des compléments optiques qui vous serviront pour pouvoir avoir des comment dire ça, d'autres focales sur le boîtier, puisque je le rappelle, c'est une focale fixe sur le boîtier qui ne peut pas être changée, qui sera un équivalent 35 mm. Donc je vais vous laisser un petit peu regarder tout ça. Hop, on a tu vois, la stabilisation mécanique sur, comment dire ça, 6 diaph, donc 6 stops. Hop. Et donc ça laisse présumer pour certains que maintenant tous les boîtiers Fujifilm auront la stabilisation, quoi qu'il arrive, puisque c'est le boîtier le plus petit que propose Fujifilm. Donc voilà, on montre... ah oui, là ça arrive vite. On a la vidéo ici, donc on a tout ce qui va être électronique et mécanique. Donc chez Fujifilm, ça reste toujours les modes les plus intéressants en mécanique et en électronique. Donc même si le capteur ne permet pas de faire de l'électronique vraiment très très bien, du rolling shutter, on a quand même les 1/180 millième de seconde disponibles comme on l'avait sur le XH2. Et l'intérêt, c'est que lorsqu'on met mécanique plus électronique, ça vous permet d'utiliser comment dire, les mécaniques pour pas avoir de rolling shutter dans les vitesses
que peut faire l'obturateur mécanique, voilà, donc ici jusqu'à 1/4 millième de seconde, et après passer à l'obturateur électronique si on en a besoin, voilà. Et donc on a le maximum d'obturation, ah oui voilà c'est ça, on a le maximum d'obturation qui est disponible en vidéo ici, donc 1/4 millième de seconde. C'est marrant qu'on puisse pas aller au-dessus. Après, en vidéo, avoir 1/180 millième de seconde, pardon, ça peut être un petit peu... voilà, on verra un petit peu, à mon avis, ce sera pas très très beau pour les yeux. Mais peut-être que pour certains, ça aurait été intéressant de l'avoir. Donc on a tous les modes continus avec, comment dire ça, à peu près tout ce que peut, comment dire ça, engranger le buffer. Mais du coup, on reste sur de l'UHS-1, donc normalement, ça va pas être fameux, et on sait pas quelle carte ils ont utilisé. À mon avis, ils ont dû utiliser la V30 la plus rapide qu'ils aient trouvée, parce que voilà, c'est le maximum qu'on pourra utiliser là-dessus. Vous pouvez quand même utiliser vos cartes UHS-2, mais elles seront limitées à avoir juste une des pistes d'écriture qui sera lue, donc elles seront beaucoup moins rapides et limitées à V30. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, si vous avez une V60 ou une V90, elles seront toujours limitées à V30 sur un boîtier qui fait de l'UHS-1 comme celui-ci. Donc je vais vous laisser un petit peu voir ça. Hop, hein, c'est bien le site, voilà, fujifilmx.com. Hop, drive mode, Donc on a les modes de bracketing, de dynamique, enfin tout ce qu'on va avoir habituellement. Aujourd'hui, on est vraiment plutôt bien loti sur tous les boîtiers là-dessus. Et on a tout ce qui est possible ici. Hop, donc tous les modes de mise au point, donc le mode AFS, AFC et manuel. Hop, donc avec détection hybride, donc à savoir détection de phase plus détection de contraste, qui reste la meilleure aujourd'hui. Après, c'est pas forcément Fujifilm qui fait le meilleur autofocus, mais c'est déjà pas mal dans cette génération. Il n'y a pas de problème, si vous venez d'un Fujifilm ancien, ce sera toujours une très très bonne évolution. Et puis voilà. Hop, donc on va continuer un peu. Ce qui est dommage sur ce boîtier, après, moi ce que j'aime bien avec ces boîtiers, c'est qu'on a l'OVF, donc on a ce viseur optique qui donne des informations et qui permet d'utiliser quand même l'autofocus. Même si, faut le dire, hein, bien évidemment, comme c'est, comment dire ça, vous n'avez pas une visée directe, il va prendre en compte, en fait, ce que voit l'optique, hein, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes dans le viseur directement électronique, parce que bah, l'OVF, il est obligé de compenser, en fait, ce que vous voyez avec la parallaxe, et donc le suivi n'est pas forcément toujours le meilleur, mais apparemment, il a été amélioré sur ce boîtier-là. Le seul truc qui va être dommage, c'est que le viseur électronique, donc si vous voulez vraiment être précis et bien pouvoir cadrer, hein, et ben c'est toujours le même. 6,69 millions de pixels, ils n'ont pas fait d'effort là-dessus, c'est le même que ce qu'on avait sur le X100V, c'est pas mauvais hein, en soi, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'évolution, et c'est pas forcément le viseur le plus grand du monde, mais sachant tout ce qui est, comment dire, ça fait en termes d'ingénierie pour que ça marche, hein, qu'on a un viseur à la fois optique et à la fois électronique, hein, à savoir qu'il y a un prisme qui va renvoyer les informations dans le viseur électronique, vous voyez pas directement le viseur, et ben c'est quand même une prouesse de ce côté-là. Et puis voilà, l'écran aussi, il n'a pas vraiment changé, on reste dans une norme actuelle qui est plutôt pas mal, mais c'est pas forcément le meilleur écran arrière en ratio 3,5 et il tilt, enfin il fait juste, comment dire, c'est une rotation vers le haut et vers le bas, on peut pas retourner l'écran, mais voilà, ça semble un petit peu compliqué sur un appareil photo qui est si petit que ça, de faire une charnière pour pouvoir le retourner. Puis voilà, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, donc c'est exactement, enfin, presque le même écran que sur le X100V, on a juste l'articulation qui va un petit peu plus bas, 45 contre 30 degrés il me semble, sur l'ancienne version. On a du coup l'écran qui est tactile, donc on peut activer plein de choses dessus, mais ça c'est des choses que vous verrez lorsque vous avez le boîtier. Donc voilà, ce que peut enregistrer
le boîtier, sachant que comme on est limité à de l'UHS 1, on va être sur du 30 MO par seconde en vitesse d'écriture basse. Donc souvent c'est la vitesse maxi, puisqu'on ne peut pas tabler sur les changements de vitesse d'écriture. Donc je vous le rappelle, la vitesse max, ça ne sert à rien. Et donc en gros 30 MO par seconde, c'est multiplié par 8 pour avoir les mégabits par seconde. Je peux vous faire un petit peu... Voilà, et ça correspondra à ce qui va être dit ici. Donc il faut... Hop, je vais faire ça vite fait. Multiplier 30 fois 8. Donc ça donnera des codecs qui peuvent enregistrer maximum 240 mégabits par seconde, sachant qu'il faut quand même aussi de la place pour enregistrer, pour que l'enregistrement se fasse correctement s'il y a des petits problèmes de buffer de l'appareil photo. Donc voilà, on verra qu'on est limité à 200 mégabits par seconde, donc voilà, c'est assez limitant sur ce boîtier-là. On n'aura pas, bien évidemment, de ProRes, parce que c'est pas possible, hein, tout simplement. Il faudrait des CF Express de type B, ce qui n'est pas possible là-dessus, parce que faire du ProRes, voilà, en général, on est souvent au-dessus de ce que peut faire même une carte V90, donc c'est pour ça que, par exemple, le S5 Mark IIX qui me filme ici, eh ben, il peut pas faire son enregistrement sur ses SD, enfin le ProRes. Donc du coup, on est sur du long hop obligatoire, hein, parce que All-Intra, ça aurait ajouté, bien évidemment, de la densité à l'enregistrement qui ne peut pas être assumée par de l'UHS 1. Et puis voilà, le problème c'est que en termes de nombre de mégabits, ça aurait été un petit peu décadent, hein, parce que si vous ne le savez pas, c'est mieux d'avoir du long hop sur du mégabit par seconde faible, parce que en fait, il n'enregistre pas toutes les images, il enregistre certains changements, et en fait le nombre de mégabits par seconde correspond à un nombre d'images. Donc, alors que, comment dire ça, comme en all-intra, enfin comment dire ça, en long hop, on a beaucoup moins d'images complètes, et on complète avec un algorithme prédictif qui va juste enregistrer ce qui change. Et du coup, ce que ça fait, c'est que le nombre de mégabits par seconde est réparti entre les images effectivement enregistrées. Et donc, sur du long hop, si on a 200 mégabits par seconde, c'est moins problématique que si on avait 200 mégabits par seconde sur du all-intra, puisque ce serait réparti entre toutes les images d'une seconde. Donc, si vous avez 24 images, ce serait 200 divisé par 24. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de mégabits par seconde. Parce que si, en gros, sur du long hop, on a comment dire ça, 3 fois moins d'images, voire même plus, donc on va dire peut-être 4 images et que des fausses inter-images entre les deux, et ben vous avez 50 mégabits par seconde par image, alors qu'il faudrait le diviser par exemple par 24, comment dire ça, si c'était du all-intra, bon, c'est très raccourci, mais voilà, ce qui fait que souvent on a des mégabits plus faibles sur du long hop, et du coup ce n'est pas relatif à la qualité que vous aurez à la fin. C'est un petit peu compliqué, hein, évidemment, à comment dire ça, montrer, mais voilà. Du coup, ce qu'on a là, ça peut être vraiment déjà très confortable pour enregistrer de la vidéo, hein, je dis pas le contraire, mais si vous voulez avoir vraiment des circonstances d'enregistrement où vous aurez besoin de la qualité maximum, c'est pas forcément le meilleur type d'enregistrement. Mais ce sera déjà très très bien, et c'est pas le boîtier qui est vraiment dédié à l'enregistrement vidéo, donc ce qu'il a là, c'est vraiment déjà très très bien. Donc on a quand même du 6,2K, alors qui sera dans le même type de, comment dire ça, de crop que sur le XT5, donc c'est du 80% me semble-t-il, il faudra vérifier ça, je ne sais pas si c'est indiqué ici. Tac tac tac, donc on verra, peut-être que ce sera indiqué après, là c'est pas indiqué. Donc voilà, vous avez quand même la largeur du capteur qui est quand même enregistré en format 16 neuvième, ce qui peut être quand même assez intéressant si vous voulez faire des zooms par exemple sans perdre de qualité lorsque vous faites votre montage. Et vous l'avez de 30 images par seconde jusqu'à 24 images par seconde, voilà. Donc 200, 100 et 50 mégabits par seconde. Et après vous avez le format Cinema 4K, donc DCI, et ce qui change, c'est que vous voyez que sur le... C'est marrant qu'ils mettent 4K alors que ça devrait être... comment dire ça, UHD, voilà. Et du coup, là, on a 3840 alors qu'on a 4096. Moi, je conseille toujours, lorsqu'on a les deux, de filmer en DCI, parce que vous savez que dans le DCI, vous avez le
UHD qui est compris, donc vous pouvez toujours recropper sur votre timeline là-dedans, alors que l'inverse vous fait perdre de la définition, voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc on a tout ça, hop, donc HQ, donc ça veut dire que là on a de l'oversampling, et dès qu'on passe sur la version qui va avoir les 60 images par seconde, alors qu'on l'a pas avant, on va être sur une qualité qui est moins bonne au final, mais qui fera aussi moins surchauffer votre appareil photo, parce qu'il y a fort à parier là-dessus, même s'il y a pas de limite d'enregistrement, à ce que j'ai compris, parce qu'il y en avait avant de 10 minutes, et ben ça fera quand même surchauffer votre appareil photo, il me semble, assez vite. Mais il faudra voir ça avec des tests. Donc vous avez tout ça comme format, ce qui est plutôt bien fourni pour comment dire ça, un appareil photo qui n'est pas dédié à filmer au final, mais qui peut quand même faire des choses. Même vous pouvez vlogger au final avec si vous avez un comment dire ça, un trépied ou un GorillaPod assez long. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste pas la meilleure caméra pour faire ça, mais vous avez quand même les capacités d'un Fuji moderne. Après, vous avez que de l'UHS 1, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ce qui est indiqué à la fin, c'est que c'est des UHS, donc classe 3 ou au-dessus, nettement au-dessus, parce qu'une V30, c'est une classe 10. Moi, je vous conseille de prendre des V30, ça coûte vraiment pas cher. N'achetez pas des cartes de base où vous savez même pas ce qu'il y a d'indiqué dessus. Allez sur une SanDisk, une Sony, n'importe quoi d'autre, V30. Moi je conseille les Angelbird puisqu'ils font maintenant des V30. Elles sont légèrement plus chères que d'autres. Mais voilà, vous êtes sûr d'avoir de la très très bonne qualité avec. Et c'est souvent les cartes qui ont le meilleur pour la photo, qui ont la meilleure vitesse d'écriture en plus du V-Rating. Et donc c'est très très bien. Hop. Donc, selectable bitrate. Donc en fait, ils parlent des... C'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils mettent le bitrate ici, mais ils vont vous dire, bah, c'est pas forcément sélectionnable sur tous les formats. En théorie, si, puisque c'est indiqué clairement là. Bon, enfin bref. Mais l'astérix, il apparaît où ici? Je sais pas, il y en a pas. Donc ça serait tous les formats. Bon, voilà, bref. Hop, le temps d'enregistrement devient court. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, voilà, j'ai un petit peu anticipé ce qu'allait dire Fujit. C'est bien de l'indiquer, parce que pas tous les fabricants sont aussi honnêtes sur leurs produits. Et puis voilà, donc on a bien évidemment, comme sur tout nouveau Fuji qui sort, toutes les simulations. À savoir qu'il doit y avoir les nouvelles... donc il y a la Ace, je crois que c'était celui-là qui, si vous voulez regarder comme ça, c'est que je regarde mon écran de retour en même temps. Alors que j'ai mon ordinateur, enfin bref. On a les simulations de films qu'on avait sur les GFX, sur les nouveaux GFX, et donc c'est vraiment plutôt pas mal. On en a beaucoup, et c'est assez cool. C'est pas indiqué ici, mais on a le F-Log 2, et sur le site Fuji, il y a des lots qui sont pas mal à utiliser dessus si vous voulez, si vous êtes sur un logiciel de montage qui n'est pas forcément le meilleur pour vous introduire à la colorimétrie. Et puis c'est plutôt intéressant. Donc il y a un F-Log 2 vers F-Log 2 Rec 709 qui permet de laisser les couleurs telles qu'elles étaient dans votre log, mais de pouvoir vous tester à recontraster l'image. Et donc du coup vous aurez une très très bonne dynamique sur vos fichiers log. Voilà. Hop, donc on a tous les effets disponibles ici. Je vais pas comment dire ça, je vais pas rester longtemps là-dessus. Hop, donc on a de l'USB-C, donc c'est pas mal pour charger l'appareil photo. Par contre, petit appareil photo oblige, et en plus ils ont rajouté la stabilisation, on reste sur la NPW126S, qui est une batterie qui va pas, voilà, qui va pas vous retourner en termes d'autonomie du boîtier, bien évidemment. C'est pas comme ce qu'on a sur comment dire ça, la plupart des boîtiers modernes, à savoir une batterie qui permet de faire tenir en vidéo les appareils photo 2 heures et suivant le logiciel interne en photo plus ou moins une demi-journée. Là, ce sera beaucoup moins. Et puis voilà. Donc, du coup, voilà, par exemple, en 6,2K ou en 4K, c'est 45 minutes. Un XH2, ça tiendrait 2 heures. Après, là, ils l'ont fait en 60p. On pourrait gagner un petit peu de temps si on était en... Donc, je dirais que en 25 images par seconde, donc enregistrement basique, on serait dans les 1h, 1h15, ouais, 1h15. Tac, tac,
tac. Voilà, il y a des spécifications, enfin des caractéristiques spéciales pour la vidéo qu'on va aller voir juste après. Donc les dimensions, en fait le boîtier il est exactement pareil que ce qu'était le X105, et il y a juste certaines modifications, notamment sur l'écran arrière qui permet de l'incliner un petit peu plus bas. Hop, je crois qu'il est tropicalisé le boîtier. Je sais pas s'il faut, comme sur les anciens, rajouter un filtre devant pour que ce soit vraiment tropicalisé. Mais voilà, vous aurez quand même des joints sur le boîtier. Ce sera peut-être juste l'objectif qu'il faudra un petit peu protéger ou mettre ce filtre Fujifilm. Donc dans la boîte, il y a la batterie, un câble USB, hop, la sangle, le truc que personne ne met. Ou sinon, moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, si vous voulez pas trop vous ruiner, c'est d'acheter des attaches Peak Design avec ce qui vous permettra de les accrocher à la sangle. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la sangle, mais vous pouvez l'utiliser pour vous balader avec. Voilà, Clip Attaching Tool, Protective Cover, Lens Cap, donc le bouchon d'objectif, la protection de hot shoe, donc de la griffe flash, et le manuel. Donc voilà, c'est vraiment un boîtier comme aujourd'hui. Donc comme on a le rechargement USB, eh ben, on n'a pas de de chargeur de batterie, pardon, donc il va falloir en acheter un. Je sais pas si Fuji fait un chargeur rapide pour la W126S, je dirais que non. Et puis voilà. Du coup, le mieux, ce sera d'acheter un chargeur, comment dire ça, de troisième partie. Donc voilà, des Patona ou des choses dans le genre, ça marchera plutôt bien, et vous pourrez charger deux batteries. Et en plus, vous pourrez utiliser une power bank, donc prendre ça dans votre sac, mettre une power bank, charger vos deux batteries. Ce qui sera plus pratique que de le faire dans le boîtier, mais vous pouvez, voilà, toujours enregistrer ça, charger dans le boîtier avec le câble USB qui est donné. Et donc voilà, maintenant on a les caractéristiques vidéo qui vont être indiquées ici, vraiment beaucoup plus précisément. Et donc voilà, on a le crop qui est indiqué ici, donc le 6,2K, c'est 1,23, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc c'est de l'APS-C++, puisque ce sera multiplié par 1,23. Donc voilà, il faut penser à ça lorsque vous allez enregistrer. Et il n'y a pas de stabilisation électronique qui sera disponible puisqu'on enregistre toute la largeur du capteur. Donc c'est pour ça que le DIS est marqué en not possible. Puisqu'on est en anglais ici, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, on est en version française. Hein, c'est juste que la fiche de caractéristiques, elle, ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Donc vous avez l'indication des types d'enregistrement, donc la H265. Vous aurez aussi de l'H264. Le problème, comme sur beaucoup de boîtiers aujourd'hui, hein, on veut massivement faire entrer les gens dans le monde moderne. Et donc on n'a plus d'H264 10 bits, ce qui est un petit peu dommage. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fabricants, ils payent toujours, en fait, comment dire ça, des droits hein, d'utiliser les codecs, donc les codecs MPEG, hein, pour le coup, ici, même si tout marche sur H264, même le ProRes. Et donc, voilà, ils ont, comment dire, c'est peut-être pas voulu acheter plus cher pour avoir de l'H264 10 bits, ce que fait le, comment dire ça, Panasonic S5 Mark II X ici. Mais du coup, en fait, ce que vous gagnez, hein, ce qui est pas mal, c'est que le bruit est en théorie meilleur. Et enfin, si le codec est bien fait, la compression étant meilleure et demandant moins de place, et ben, il y a aussi un effort qui est fait sur les algorithmes de compression du bruit. Et donc, c'est de meilleure qualité que de l'H264 équivalent. Mais du coup, il faudra avoir juste une machine un petit peu mieux que d'habitude, même si aujourd'hui les logiciels de montage intègrent très très bien le H265, hein, moi le 6K OpenGate du Panasonic S5 Mark II X marche beaucoup mieux aujourd'hui qu'il marchait avant, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez toutes les options qui sont marquées ici, donc je vais pas m'étendre non plus puisqu'on a déjà vu ça tout à l'heure. Vous avez des détails sur le nombre de bits, hein, bien évidemment. 10 bits c'est la profondeur de couleur et ce sera mieux 10 bits, c'est souvent ce qu'il y a
Lorsque vous avez le log et c'est du 10 bits qui est converti, comment dire ça, du 12 bits, voire même du 14 bits. Donc c'est vraiment ça qui vous donne une haute dynamique et des possibilités de retouche beaucoup plus élevées que sur de 8 bits au final. Donc voilà, vous avez tout ça. J'ai un petit peu couru entre-temps, genre lors de la coupe. Puis, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Donc on a les formats 4K hop, qui vont être... Donc ça c'est le HQ me semble-t-il. Et ça c'est tout ce qui va être après jusqu'aux 60 images par seconde. Voilà, donc tout ça c'est ce qui est pas oversamplé. Donc on a tout ça plus tout ça. Hein, comment dire ça, tout ce qui est Full HD, hein, c'est qu'il faut savoir si vous voulez faire du Full HD. Encore une fois, il faut enregistrer en 4K et après faire votre export en 1080p. Ce sera beaucoup plus qualitatif parce que, en fait, le capteur ayant un certain nombre de pixels, les méthodes pour arriver au 1080p font que la qualité est plutôt médiocre sur les appareils photo. Que même si c'est meilleur sur certains, ça restera mieux de faire du 4K. Et après d'exporter en 1080p. Là, je vais faire l'inverse parce que je suis sur ma Atem Mini, donc je peux switcher directement. C'est pas du montage, c'est moi qui fais ce truc épileptique. Et puis voilà. Du coup, en HDMI, on va avoir quoi comme sortie donc ça, c'est si vous êtes sur enregistreur externe. J'ai jamais trop compris comment marchait Fujifilm parce qu'il y a des trucs qui sont au final moins bien que si on enregistrait en interne. Donc voilà, on va avoir ça. Donc toujours le 6K. Nanana, tac tac, high-speed rec HDMI. Ah, donc, en suivant le câble que vous avez, vous pourrez faire plus ou moins de choses. C'est bien de l'indiquer. Donc, on a les formats de base. Donc, c'est juste pour faire ça beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut enregistrer? Ah, on peut enregistrer du 120 images par seconde sur du high speed. Et qu'est-ce que ça nous donne de plus? Je sais pas. Est-ce que... Alors, 3, 2... il va être où? C'est une bonne question. Donc 2, 2. Hop. J'essaie de trouver un. Donc si vous l'avez trouvé, c'est bien pour vous. Nanana. Donc un bitrate will be changed depending on the subject. Donc le bitrate va être changé en fonction du sujet. Ouais. La résolution de l'HDMI, de la sortie HDMI est différente de... Ah, d'accord, de la sélection à l'intérieur du boîtier. Ok. Ah bon? Ce qui n'explique rien, mais à part ça, c'est très très bien. FHD. Ah oui, d'accord, voilà, c'est marqué ça. Pardon, excusez-moi, c'est indiqué dedans. Ok, donc en 4.2.2, on passe en Full HD. C'est bizarre, pourquoi? Donc si tu choisis ça, si tu... Voilà, c'est ce que je disais, si tu sors en HDMI... En fait, non, c'est moins bien. Donc j'avais raison, au final. Donc ne sortez pas du 6,2K, parce que apparemment votre enregistreur externe, il n'a pas les droits pour avoir les bons codecs. Donc en fait, il sortira jamais du 6,2K. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué. Il faut demander, bien évidemment, pour avoir par exemple du ProRes 6,2K. Et donc ici, vous avez max du 4K lorsque en 4.2.2 10 bits, alors que c'est long-up, voilà, bon, bref. C'est étrange. Donc si vous sélectionnez le H265 long-up 4.2.2 MOV, vous tombez sur du Full HD. Ce qui n'est pas normal. Parce que si vous sélectionnez le long-up 4.2.0 MOV, vous tombez sur du 4K 422 10 bits. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est qu'on m'explique. Et puis voilà. Donc quand le ratio d'aspect n'est pas 16 neuvième, l'image sortira en 16 neuvième avec des bandes noires. Alors, donc ça, super. Ouais, c'est trop bien. Ouais, donc tout ce qui est en 17 neuvième, quoi. C'est à vous de voir. Pour moi, enregistrer à l'intérieur du boîtier. Ce sera beaucoup plus simple. Hein, parce que je vois pas ce que vous gagnerez
en utilisant votre enregistreur externe avec ça, à part juste pour faire, comment dire ça, un retour, pour pouvoir vous voir, pour faire d'autres trucs, enregistrer dans le boîtier et utiliser juste votre enregistreur externe comme retour. Et du coup, eh ben, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Donc maintenant, il n'y aura plus de X105 ou V qui vont être fabriqués. Ce sera le remplacement. Et le boîtier, donc pour ceux qui devaient aimer le fait que ce soit fait au Japon, on n'est plus fait au Japon, il est fait en Chine. Alors, est-ce que c'est dommage pour vous ou pas? C'est à voir, mais voilà. Donc du coup, j'en ai fini sur le X106. Hein. C'est un bon boîtier au final. Hein. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse, hein, je vous le dis clairement. Mais en termes de ce qu'il peut faire, voilà, il a encore mis la barre un petit peu plus haut. Est-ce que c'est meilleur qu'un X105? Bah, si vous, en général, si vous voulez un X100, c'est pour la photo. Donc si c'est pour ça, oui. Mais si vous voulez un boîtier polyvalent qui fait photo et vidéo, il s'en sortira très bien. Mais c'est peut-être, comment dire ça, en termes de capacité vidéo, pas forcément bien meilleur que le X100V. Après, comment on peut dire, rolling shutter et tout ça, de ce que je vois quand même, à part sortir en HDMI, on a quand même le F-Log 2, on a du 6,2K, on peut faire du 4K en APS-C, même si vous passez sur le 6,2K, on reste sur quelque chose qui est avec un crop assez élevé, ce qui est un petit peu dommage, mais vous pouvez quand même le faire, hein, et comme ça, vous pourrez recadrer si vous avez besoin. Voilà, on peut quand même faire des choses avec le X106, donc pour moi, ce sera un plutôt vraiment très très bon boîtier. C'est quand même dommage juste qu'il est limité à du HS1, sinon ses capacités vidéo seraient encore meilleures, et comme il fait pas de concurrence au boîtier à objectif interchangeable, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Peut-être que l'UHS2 demande un petit peu plus de place dans le boîtier, donc ils l'ont pas fait, mais voilà. À part ça, très bon boîtier. Et je pense qu'il va en plaire enfin, il va plaire à beaucoup de gens. Il est vendu 1 800 € avec une édition spéciale 1934 qui est vendue 1934 € avec le logo Fujifilm d'époque, donc quand est né Fujifilm au final, et il y aura un petit bouton plus doux, mais pas avec le pas de vis dessus, à moins qu'il soit enlevable. Et puis voilà, si vous avez ces petites éditions spéciales à 1934 exemplaires, qui sera un petit peu plus cher. Et donc voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, soit comme ça comment dire ça, de présentation de produits, ou un nouveau test d'objectif, ou le firmware euh, je vais y arriver, du Z8 qui va arriver bientôt. Et voilà.